Alors du fond de l'air est rouge de Chris Marker jusqu'à mourir à 30 ans de Romain Goupil, en passant par Les Amants réguliers de Philippe Garrel, qui est notamment qui sont des réalisateurs qui ont compté pour vous, Olivier Assayas. L'engagement politique, la révolution, l'engagement de la jeunesse dans les années 70 a souvent intrigué le cinéma, mais peut-être pas nécessairement la période dans laquelle vous parlez, Olivier Assayas. Il faut dire que le romantisme, les utopies, la mythologie de cette période s'y prêtent tout particulièrement, mais enfin, il n'y a pas eu que mai 68. Il y a eu aussi l'après-mai 68, où il y avait au fond un quotidien de jeunes gens qui s'apprêtaient à s'engager dans leur vie d'adultes. Et si la révolution n'a pas eu lieu, que les utopies se sont peu à peu évanouies, la jeunesse, ses aspirations, son effervescence ont perduré. Oui, être jeune juste après mai 68, après l'événement, c'est le sujet justement de votre film, Olivier Assayas, qui pourrait aussi s'appeler Autoportrait d'un jeune homme en artiste révolutionnaire, qui pourrait s'appeler aussi peut-être presque tout simplement Ma vie, parce que le film s'épuise dans votre propre biographie, Olivier Assayas. Et d'ailleurs, cela rappelle que vous aviez publié en 2005 Une adolescence dans l'après-mai, où vous parliez de votre chemin entre militantisme, cinéma et contre-culture. Avez-vous longtemps hésité entre la totale autobiographie, Olivier Assayas, et puis l'idée au fond qu'il fallait faire et rendre justice à ce moment de l'après-mai, et si j'ose dire, après Carlos? Si vous voulez, l'autobiographie, elle est dans le livre que vous citez. Je l'ai écrit il y a 10 ans, en 2002, je l'ai publié en 2005. C'est vrai qu'il y a eu un moment où... C'est presque le scénario du film. Oui, enfin, c'est une sorte de scénario souterrain. Inconscient, si on veut. Mais quand j'ai commencé à réfléchir sur le film qu'en effet, j'ai pensé par moments comme une sorte de prolongement de ce texte, je me suis très vite rendu compte qu'on n'était pas autobiographique au cinéma, que le travail que j'avais pu faire d'écriture, de réflexion autour d'un itinéraire à travers cette période qui était chaotique, si je voulais le transposer, le rendre intelligible au cinéma, il fallait en faire, et ça je m'en suis rendu compte dans le processus de l'écriture, et ça s'est amplifié dans la préparation du film, il fallait que ça devienne un portrait de génération, que ça puisse être d'une part partageable, et puis que j'aille non seulement vers moi, mais que j'aille aussi vers ceux qui m'entouraient, et que mon destin à moi, mon histoire à moi, elle est enchâssée, inscrite dans une histoire plus large et infiniment plus collective. Et je crois que dans le processus du film, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, parce que je ne l'avais jamais vraiment fait. Et c'était quoi, au fond, une sorte de bilan ? Non, je crois pas que ce soit un bilan. Non, je crois pour moi, c'est toujours revenir à l'endroit où ça commence. C'est d'une certaine façon penser, considérer qu'il y a un moment qui est celui de la jeunesse, où les choses ont une densité, ont une profondeur, une passion aussi, à laquelle il faut constamment se ressourcer et d'une certaine façon peut-être rendre des comptes au jeune homme qu'on a été. Parce que ce jeune homme, celui que l'on voit dans le film, c'est quand même beaucoup vous. Je suis le personnage de Gilles. Je veux dire, dans le sens où il me ressemble, comme moi, il a été attiré par le dessin, la peinture, pour aller ensuite vers le cinéma. Mais je ne suis pas, je ne suis pas Alain, je ne suis pas Christine, je ne suis pas Laure, je ne suis pas les Jean-Pierre, les uns et les autres. Enfin, dans le film, qui est quand même, collectif. Vous n'êtes pas Alain, mais à côté de vous, un spectateur de choix a vu le film, Alain Gesmar. Et le film s'ouvre justement sur un fait réel et violent qui vous concerne directement. Alain Gesmar, bonjour. Bonjour. Puisqu'il s'agit d'une manifestation interdite en 71 et sa répression spectaculaire par les CRS en faveur des leaders du mouvement de la gauche prolétarienne qui étaient alors emprisonnés. Et c'était vous, Alain Gesmar. Comment cette séquence qui ouvre quasiment le film après-mai d'Olivier Assayas, vous avez vu le film hier à midi, comment ça a résonné dans vos oreilles, parce qu'on entend même votre nom qui est prononcé. Absolument. Et vous voyez au fond, vous, une scène que vous n'avez jamais vue, vous étiez en prison. Absolument. Je ne vois pas cette scène où Richard Dehaye se retrouve aveuglé par une grenade tirée à bout portant. En même temps, c'est une scène qui est une espèce de répétition de scènes qui se passaient relativement fréquemment à l'époque,
où il y avait énormément, un nombre considérable de manifestations. Et si on était en prison, comme moi, à l'époque, à Fresnes puis à la Santé, on sentait bien la présence de tout ce mouvement à l'extérieur. Il passait les murs. Les mouvements, ça ne tient pas compte des barrières et des murs, ça traverse. Et il vous réjouissait, vous réconfortait ou vous inquiétez aussi? Puisque c'est le moment où il faudra prendre de graves et grandes décisions, finalement, que vous prendrez assez vite après. Le moment des grandes décisions viendra un peu plus tard, viendra au moment où il y aura eu l'IP, où il y aura eu toute une série d'événements de ce genre, où il y aura eu l'assassinat d'Auverney. Donc 1 an, 2 ans après le moment où ce film se passe, le caractère dramatique de l'assassinat de Pierre Auverney va marquer un tournant, mais il le marquera 2 ans plus tard. Parce que la question que vous posez, au fond, Olivier Assayas, elle est sur tous les fronts et extrêmement fidèle, au fond, à votre cinéma, à tous vos autres films, y compris aux Destinées sentimentales, à ce que l'on dit plus classique, encore qu'il faudra peut-être qu'on s'interroge sur cette notion de classicisme quand on parle de votre film, parce que si on regarde bien, il ne l'est pas, il n'est que fragilité, il n'est que tremblement, vouloir filmer à la fois le moment où l'on se demande si l'on est capable, courageux pour commettre un acte violent au nom d'une révolution et d'une utopie que l'on souhaite voir s'incarner, mais geste aussi difficile que celui de savoir si on va approcher la main de la joue d'une jeune fille dont on est amoureux, et c'est cela que vous filmez, c'est cela que vous avez vécu, vous, Alain Gesmard. Moi, ce que je retrouve dans le film que j'ai vu hier, c'est beaucoup de tendresse à l'égard de ces jeunes et de leur manière d'être, entre eux, d'être pour eux, chacun pour soi-même et d'être entre eux. Et ça, pour moi, ça retrace bien, je crois retrouver des sensations éprouvées à l'époque. Et dans le même temps, sans nostalgie, c'est pas un film nostalgique, sans mélancolie non plus. C'est presque froid, entre guillemets, sensible, mais voilà, vous ne cédez pas à quelque chose qui serait un peu comme l'a fait en revanche Philippe Garrel, qui serait plus nostalgique sur le moment, plus héroïque. Bah, disons que oui, parce que Garrel parle d'un moment, admettons, qui de mai 68, qui est antérieur de quelques années et qui est de fait héroïque. Enfin, c'est un moment historique. Disons, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire récente de la France. Moi, je fais un film au fond aussi sur ma jeunesse, et c'est très difficile d'être nostalgique de sa jeunesse. On peut l'évoquer pour essayer de la comprendre, pour essayer de savoir comment on est le fils de cette jeunesse. Mais c'est plutôt un âge où on n'a pas pris sur les choses, où on les comprend mal, on est traversé de doutes, d'inquiétudes, d'interrogations. Moi, j'étais plutôt impatient de devenir un jeune adulte pour avoir prise sur le monde. Donc non, pas de nostalgie de ça. Et donc l'idée, c'est quand même de filmer toutes les tensions que l'on éprouve et que l'on vit quand on a 16 ans. Vous avez 16 ans, au moment où le film démarre en 71. Bien sûr, il y a cette question de l'immaturité dans un monde qui est lui-même en tourment, enfin qui est traversé d'interrogations, de questionnements qui sont aussi ceux de la jeunesse. Donc il y a c'est une période d'incertitude où justement peut-être les questions que pose la jeunesse étaient exacerbées, étaient plus profondes, plus violentes encore qu'à d'autres époques. Mais il y a quelque chose aussi de commun avec toutes les jeunesses. Alors qu'est-ce qu'il s'agissait de faire, tout simplement, en 1971, quand vous avez 16 ans? C'était changer le monde, faire la révolution. Il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant, notamment quand on lit le livre d'Alain Gesmard, Mon mai 68, sorti chez Perrin en 2008, c'est qu'Alain Gesmard dit « Mais moi, je ne voulais pas faire la révolution. » Nécessairement. Ce sont des moments assez extraordinaires dans votre livre qui mettent les points sur les i. Vous dites, enfin, c'était pas forcément la révolution. Mais les jeunes gens à côté qui avaient 16 ans, comme Olivier Assayas, ils voulaient faire la révolution. Moi, ce que je peux dire sur l'immédiat après-mai, parce que c'est de ça qui retourne dans le film, c'est je partageais le point de vue d'un certain nombre de mes copains, enfin des gens avec qui j'étais à l'époque, c'est que c'était insupportable que ça s'arrête. On avait vécu quelque chose de fabuleux en mai, dans à la fois la puissance du mouvement et puis les relations qui existaient entre les individus dans cette affaire, dont nous n'arrivions
pas à nous dégager parce que ça avait été quelque chose de fabuleux auquel impossible d'en faire dans le deuil, dans lequel oui. On n'aurait jamais pu imaginer qu'il se passerait des choses comme ça. Au coin des rues, les gens parlaient pendant des heures. Vous aviez un cheminot de la SNCF qui parlait dans un amphi de la Sorbonne pendant 2 heures de la manière dont il conduisait sa locomotive. Enfin, des choses. Nous avions rencontré des gens que nous n'étions pas destinés à croiser. Nous avions échangé avec eux, nous sentions une proximité incroyable. Nous avions traversé des murs et l'idée qu'ils étaient en train de se reconstituer était insupportable. Et c'est ça, de mon point de vue, qui a poussé des gens comme moi à essayer d'aller plus loin après mai. De flirter, comme on dit, plus que flirter, enfin d'aller vers la lutte armée. D'imaginer qu'on pouvait aller jusqu'à la lutte armée et d'en brandir des symboles. Olivier Assayas ? Disons qu'il y avait l'injonction, en tout cas, de mettre ces actes en accord avec ses idées. Ça, c'est la chose qu'on ressentait. Et c'est quelque chose qui était constamment présent. D'abord parce que, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais il y a à l'époque, il y avait évidemment cette idée que mai 68 était un début. On n'était pas dans la commémoration de mai, on était dans l'élan de mai, dans l'idée que ce qui allait se produire serait plus fort, serait meilleur et réussirait ce que peut-être mai 68 avait raté. Donc, d'une certaine façon, on n'avait pas le sentiment d'être sur une pente descendante ou le déclin ou l'écho de mai 68, mais on avait plutôt l'impression d'être dans quelque chose qui relevait de l'ascension de quelque chose qui semblait accessible. Donc, tous les espoirs, toutes les convictions étaient projetées dans cet avenir. Il y avait un but. On n'aimait pas le présent parce que c'était celui de la société qui nous entourait, dont on jugeait qu'elle avait fait son temps, qu'elle était archaïque, et que se construisaient de nouvelles valeurs, et qu'il fallait aussi construire de nouvelles manières d'être, de nouveaux destins, une nouvelle manière d'appréhender sa propre vie quotidienne. Il y avait une révolution qui était celle, disons, sociale, si on veut, mais il y avait aussi une révolution des comportements, et donc pour nous c'était infiniment plus important d'être partie prenante de cette révolution des comportements que d'avoir quelques projets de carrière, d'études, de profession, que ce soit. Tout ça s'était rendu parfaitement caduc par un élan qui nous portait. Alain Gesmar ? Oui, et je pense que il y a eu beaucoup de manières de vivre cet après-mai. Le film en retrace un certain nombre. Il y a eu aussi des jeunes qui sont partis s'établir en usine, comme on disait. Il y a eu autour de ce mouvement de la jeunesse passionnée par les problèmes culturels. Est-ce que pour exprimer la révolte d'un peuple, il faut utiliser des formes classiques pour que les gens comprennent bien, ou est-ce qu'il faut aller aussi révolutionner la manière de montrer les choses dans un film? Enfin bon, il y avait ces débats-là. Il y avait aussi, à côté, les débats sur les petits chefs dans les usines, la dimension sociale anti-hiérarchique extrêmement forte qui traversait la famille, l'entreprise, tout ce qu'on veut. Il y a eu... C'est un foisonnement, cette période. Il n'y a pas de trajectoire type de ce moment-là. Et alors, est-ce qu'il y a une manière en creux sans en être d'ailleurs, sans faire d'angélisme, vous montrez aussi comment les choses vont se déliter, entre guillemets, et comment tout ne sera pas forcément aussi utopique, aussi égalitaire que souhaité ou que voulu. Le rôle des femmes qui quand même continuent de faire les courses pendant que les hommes préparent la révolution. Un moment extraordinaire. Moment dans le film qui est montré très délicatement par... mais voilà, ras-le-bol, quoi. Voilà, elle dit, écoute, moi, je vais peut-être m'occuper de moi et arrêter de continuer de faire bobonne. C'est ça qui se passe aussi. On voit bien comment les choses échouent. Alain Gesmar, oui. C'est à la fois un moment extraordinaire du film et en même temps, il y a toute la puissance du MLF qui est en train de monter, de surgir. La femme du soldat inconnu qui monte à l'Arc de Triomphe, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est quand même pas, à mon sens, je dirais, un délitement. Parce que derrière, on va trouver l'Ypres, on va trouver le Larzac, on va trouver énormément de choses. On n'est pas en même temps à la fin de quelque chose. Alors, à la fin du film, c'est pas la fin de quelque chose. On en trouve quelque chose toujours aujourd'hui où le film en creux semblerait montrer qu'en 2012, on est un peu
Ramolo, Olivier Assayas? Moi, je le vois pas comme ça. Non, mais je le vois évidemment parfaitement comme le voit Alain Gesmar. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, le déclin du gauchisme, de toute façon, il vient plutôt vers la fin des années 70. Alors après, est-ce que c'est est-ce que ce déclin, est-ce que c'est la politique qui a déserté la société? Est-ce que c'est une génération ou l'inverse? On l'analysera longtemps et je suis incapable moi en tout cas d'où je me tiens de l'analyser, mais je sais très bien que fin 70, début 80, la société change radicalement et on est dans un mouvement où effectivement se reconstituent les murs dont parlait Alain Gesmar. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc. J'ai presque envie de vous lancer comme ça aujourd'hui. Vous êtes venu avec des archives et on pourrait dire au fond que sous les pavés, Couturier aussi. Mais oui, j'en ai fait partie, vous pensez bien. Nous l'avons tant aimé la Révolution. À l'époque que votre film tente de ramener à nos mémoires Olivier Assayas, elle est une évidence partagée. Elle est la solution, la seule solution. Vous vous souvenez, une seule solution, la révolution. Celle qui est censée résoudre en particulier nos problèmes personnels de jeunes en transition vers l'âge adulte, confrontés aux métamorphoses d'un monde qui est en train de basculer et face auquel l'expérience des parents, du moins nous le croyons, ne peut que nous égarer. Car votre film est un roman d'apprentissage à la première personne. Comment je suis devenu cinéaste après avoir tâté de la peinture et du dessin? Comment j'ai opté pour un cinéma classique? Parce qu'il est accessible, après avoir été tenté par l'avant-gardisme. Mais à travers votre propre itinéraire sont portées à l'écran les années décisives, parce que formatrices, d'une génération, la mienne. Et ça fait un drôle d'effet, vous savez, de voir reconstituer à l'écran sa propre jeunesse 40 ans plus tard, surtout quand on est assis à côté d'Alain Gesmar, et surtout quand il n'en reste plus rien. Vous avez un Kleenex peut-être, ou genre en papier pour Brice? Non, parce que écoutez, quand il n'en reste plus rien de cette jeunesse, bien sûr, parce que je ne suis plus jeune, vous non plus, rien non plus dans mon cas des idéaux, des esthétiques, des lectures de cette époque, ces prétendues avant-gardes n'ouvraient en vérité sur rien, c'était des impasses, la suite l'a prouvé. Vous avez bien fait de choisir ce moment étrange de l'après-messe, c'est une période romanesque, dans la mesure où, au départ, tout était encore assez flou, assez fluide. On n'était pas encore sommé de choisir entre la contre-culture et la révolution, les pratiques marginales et la lutte des classes. On pouvait bien cultiver sa différence sans craindre de compromettre l'organisation. Bref, la pop planante et le joint qui tourne étaient encore considérés comme compatibles avec le service de la cause révolutionnaire. Quelque part, ils se confondaient encore. Mais voilà que cette immense liberté presque angoissante qui est encore la nôtre en 70-71 va bientôt déboucher sur une obligation de choisir, et c'est ce tournant précisément que saisit votre film après mai. Au début du film, le champ des possibles est largement ouvert. Comme peut-être il ne l'avait jamais été dans l'histoire. On pouvait partir pour la campagne, l'Italie, se perdre jusqu'au Népal. Le monde était ouvert. Partout, on trouverait des amis, des frères, d'autres jeunes chevelus comme nous pour vous prendre dans leur minibus ou leurs 2 chevaux, vous accueillir, héberger votre sac de couchage. La véritable internationale, c'était celle de la jeunesse. Jerry Rubin et Stanley Hoffman avaient tout compris en créant le mouvement Yippie, Young International Party. On n'avait peur de rien. En outre, et c'est étrange à dire aujourd'hui, mais à cette époque, l'argent n'était simplement pas un problème. Pourtant, des ombres menaçantes commencent déjà à planer, et c'est évoqué avec beaucoup de tact et de pertinence dans votre film. Certains ont commencé à se shooter, et dans la scène de l'incendie, on peut lire le destin foudroyé qui les attend, et surtout, on va glisser de l'âge de l'innocence à celui de la culpabilité. Au début du film, on se contente de graver le A de l'anarchie au compas sur les tables du lycée, et puis on va bomber des slogans sur ces murs. Enfin, on va se battre avec les vigiles, blessant grièvement l'un d'entre eux. Ce n'est plus du jeu. La violence politique, en se radicalisant, est en train de basculer dans ce qu'on a appelé la lutte armée, la clandestinité, le terrorisme, une tentation qui saisit les soldats perdus du maoïsme après l'autodissolution de la gauche prolétarienne. L'époque que vous filmez constitue un point de bascule. On sent que chacun va devoir cesser de flotter au gré de ses envies et assumer enfin ses choix. Bref, c'est la fin du moment angélique et comme en bascule entre 2 mondes que fut mai 68. Ce qui se profilait était beaucoup moins sympathique. Oui, décidément, tout cela est très juste. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Mes commentaires, appréciations. Je vous ai vu parfois aussi un sourcil ou 2, Alain Gesmar. Je vous ai vu plus attendri, Olivier Assayas. Non, mais disons que je pense qu'on doit être à peu près le même âge. Et disons que tout ce que raconte Brice Couturier correspond évidemment à mon expérience et à ce qu'on a vécu, je dirais, au détail près. Au détail près, Abby Hoffman,
non pas Stanley Hoffman. Pas mal. Alain Gesmar. Oui, moi je ne dirais pas que les espoirs sont complètement évanouis, que tout ça a disparu par le même coup de baguette magique par lequel ce serait apparu. Je pense simplement que la société a absorbé et a fait sienne toute une série de choses qui nous apparaissaient comme extraordinaires au moment où ça s'est produit. Quoi par exemple ? Écoutez, je pense que ce qui est le plus patent, c'est la dimension des femmes, enfin dans la société, qui est quelque chose qui est devenu, on n'imagine pas aujourd'hui un retour en arrière complet, radical sur, si on se souvient de la manière dont les femmes étaient traitées par les militants, vous voulez dire par tout le monde, par tout le monde, parce que comment y compris, c'est que les militants traitaient très mal les femmes, y compris par les militants qui, dans le pire des cas, les envoyaient effectivement faire les courses et qui, en tout cas, dans tous les cas, monopolisaient la parole et ne la leur laissaient pas. Alors que la présence des femmes dans le mouvement était une des dimensions les plus importantes dès le départ. Il y avait une quantité de femmes. Moi qui avais vécu le militantisme contre la guerre d'Algérie, il y avait aussi pas mal de femmes, mais pas à cette dimension-là. Donc dès le début, il y a, je prends cet exemple parce que c'est probablement, pour moi, un des éléments les plus importants de ce qui a laissé une trace visible pour tout le monde. On pourra en prendre certainement beaucoup d'autres. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait une muraille de Chine entre un avant et un après. En tout cas, tout ça s'est passé dans une espèce de continuité. Effectivement, le mouvement s'est dissous, mais il s'est dissous dans la société qu'il a récupérée et installée. Nous, on était contre la récupération. C'est ce qu'on disait en 68, alors de façon évidente. Et ben, moi, je suis très heureux que la société ait récupéré beaucoup de choses. Je trouve ça formidable. Caroline Eliachev. Dans ce qu'on peut appeler la récupération, on peut aussi parler des prisons, on peut parler de l'antipsychiatrie. Voilà, tout ça, c'était la même époque. Moi, je voudrais vous poser une question, Olivier Assayas, parce que vous posez la question effectivement de l'engagement et de la question de savoir de quel côté on va. Et je voudrais vous citer une phrase que dit Scorsese à propos du cinéaste. Et il dit: le cinéaste est simplement celui qui refuse autant qu'il le peut, mais en toutes circonstances, de sacrifier le cinéma au profit du spectacle ou au profit des grandes causes humanitaires, politiques, sociales. Le cinéaste est celui qui a besoin du cinéma, qui en a un besoin absolu pour percevoir, pour saisir, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour revenir au réel. Il est donc toujours en lutte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Scorsese ? Oui, je suis... Olivier Assayas. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est-à-dire dans le sens où de mon point de vue, l'art sert à ramener de la complexité et justement à refuser les simplifications, y compris les simplifications qui sont celles éventuellement du militantisme. On fait des films avec des questions, on fait pas des films avec des réponses. C'est un des soucis d'après-mai, ça, que l'on voit très clairement, de ne pas simplifier. Non, et donc le cinéma oblige à simplifier de toute façon, parce que c'est toujours une condensation, etc. Mais il faut ramener une sorte de la complexité morale, de la complexité éthique, parce que c'est de cela que le réel est fait. Et c'est pour ça que, au fond, moi, ce qui m'a passionné, au fond, dans la reconstitution de cette époque, c'était d'arriver à en montrer les différents pôles, les différents axes, qui souvent étaient terriblement en contradiction les uns avec les autres. Et néanmoins, on vivait dans ces contradictions. Mais on les interrogeait. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans le film. Alain Gesmar, comment, cela dit, faisait-on le distinguo entre vouloir changer le monde, vouloir faire la révolution, et ensuite, tout de même, risquer et parfois d'avoir approché de très près la question de la lutte armée qui du coup devenait socialement condamnable, y compris de la part de certains de vos proches qui pouvaient se séparer de vous. Comment la question a-t-elle été, au fond, si j'ose dire, tranchée ? La question a été tranchée pour nous, dans le mouvement dans lequel je m'étais inscrit. Le mouvement a été tranché par une autodissolution. Nous avons décidé d'arrêter
purement et simplement pour deux raisons. C'était le patron de la gauche prolétarienne? Pas tout à fait, c'était plutôt Benny Lévy, oui, mais enfin j'étais extrêmement proche, et nous avons décidé ça ensemble, donc il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Je dirais simplement qu'il y a eu deux raisons. Il y a eu une raison qui est l'IP, c'est-à-dire que des ouvriers pouvaient arriver à produire des montres, à les vendre, à se les approprier, à les arracher à leur patron défaillant, sans nous. Il n'y avait pas besoin d'une organisation révolutionnaire structurée pour faire ça. Ils avaient fait ça sans nous. Donc on se demandait déjà à quoi on servait. Donc ça a été extrêmement important dans cette histoire. Et puis, il y a eu, deuxièmement, quand même, les attentats à Munich, par exemple, qui nous a fait profondément réfléchir sur la manière dont une montée aux extrêmes pouvait conduire à des extrémités. Dans le même temps, les exemples italiens et allemands pouvaient être des exemples. Non, pour nous, ça a été des contre-exemples. Voilà, pour nous, les exemples italiens, allemands, japonais, où les révolutionnaires se sont autodétruits les uns les autres, ont été des contre-exemples. Et le moment, si on cherche un moment précis déclenchant, c'est Munich. Je vous propose d'écouter Romain Goupil qui revenait sur cette période-là. C'était sur Arte en 2008. Je militais pour ça depuis des années, et j'étais l'héritier de 1789, de 1848, de 1830, de la Commune, j'étais révolutionnaire professionnel, et mon modèle, c'était 1917 et la Révolution russe. Ah oui, bien sûr. Dans le groupuscule de gauchistes, d'enragés, de déchaînés, on était peu nombreux, mais dans ce groupe-là, qui était l'organisation de Krivine, de Ben Saïd et de Weber, oui, bien sûr, on était pour la révolution, on était tout à fait antidémocratique, contre les élections, contre le système on était pour la dictature du prolétariat, et on se battait en 68, on espérait que les barricades étaient les prémices de l'insurrection ouvrière, et bien sûr qu'on ne souhaitait qu'une chose, c'est qu'enfin les masses ouvrières nous rejoignent et qu'on soit à la tête de la prochaine révolution. Heureusement qu'on s'est trompé. Voilà, Romain Goupil, faut-il rappeler, l'auteur notamment de Mourir à 30 ans, qui était dans d'autres mouvements que celui d'Alain Gesmar, Brice Couturier. Ben oui, la question que j'aurais posée à Alain Gesmar, c'est que je vois bien qu'une partie de l'héritage de May a été transmis aux générations suivantes, y compris le féminisme, dont il faut rappeler aussi qu'il est né en réaction aux pratiques machistes des militants maoïstes et autres. Mais il y a toute une dimension, et c'est celle qui vient d'évoquer Romain Goupil à l'instant, qui est la dimension politique, qui elle, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il n'en reste absolument rien. L'encerclement des villes par les campagnes, la fin du parlementarisme, la dictature du prolétariat, la guerre populaire, toutes ces niaiseries qu'on a débitées, excusez-moi, vous et moi, Alain Gesmar, dans les années 71-72, et moi, après la dissolution, et c'est ma faute, ma très grande faute. Vous étiez contre la dissolution que proposait Gesmar. Mais oui, c'est pour ça que je viens de montrer à Alain Gesmar des documents qui l'ont passionné, parce que moi, j'ai des documents des gens qui ont voulu continuer après la dissolution de la gauche prolétarienne vers la lutte armée. Et évidemment, c'était la tentation du terrorisme qui nous hantait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une impasse sanglante. Par bonheur, en France, pour des tas de raisons sur lesquelles il faudrait revenir, la formation juive ou chrétienne de nombreux de ces militants, nous n'avons pas débouché sur le meurtre stupide et gratuit comme en Italie et en Allemagne avec la fraction armée rouge, la bande Abadère, les brigades rouges. C'est vrai qu'il n'y a pas eu cette tentation-là en France, mais enfin, la tentation en a existé, et par bonheur, cette parenthèse-là, elle est refermée, j'espère pour de bon. Donc l'héritage. Olivier Assayas. Oui, enfin moi, disons que ça, si on parle du terrorisme, moi j'ai fait Carlos il y a maintenant 2 ans qui parle de cette question. Certains disent qu'après mai, la phase B de Carlos. C'est pas la phase B, disons que c'est une manière d'une certaine façon de raconter cette histoire du point de vue du jeune homme que j'étais, avec au fond une sorte de foi dans ce qui se produisait. Carlos, je le raconte justement avec la perspective historique, un point de vue qui est pas loin de celui de Brice Couturier, mais qui est plutôt au fond l'inscription de cette histoire-là dans une histoire plus vaste qui est celle de la guerre froide, et le terrorisme dont on parle, il n'est pas uniquement le passage de quelques isolés à la lutte armée en Allemagne ou en Italie, mais c'est des choses qui sont déterminées par des affaires de services secrets, des luttes d'État à État, et des choses beaucoup plus manipulées et douteuses que quoi que ce soit qu'on ait pu même penser à l'époque.
Et alors sur l'héritage donc sur l'héritage, pas de dictature du prolétariat. Oui, non, là par contre, là où je suis plus proche certainement de ce que disait Alain Gesmar, c'est-à-dire que je pense absolument que cette époque-là a changé le monde. Je pense que progressivement, d'une manière ou d'une autre, par des courants qui venaient à la fois de la politique et de ce qu'on a appelé la contre-culture, la vie a changé. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec du point de vue des rêves sociaux, des rêves égalitaires, des rêves de transformation, disons du monde du point de vue de plus de justice? Ça, je ne sais. Ça, je pense, hélas, qu'il y a eu une régression terrible. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'injustice qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer de pire à l'époque. Mais par contre, du point de vue de la liberté des individus, on peut le résumer à ça, il y a eu quand même des acquis extraordinaires dont on bénéficie encore aujourd'hui. Et elle a été tout de même assez brocardée, cette époque, régulièrement, Alain Gesmar, où on a dit au fond que ceux qui avaient fait ou tenté de faire la révolution comme vous, c'était après réserver les bonnes places qui, dans les ministères, l'éducation nationale, les médias, et voilà, bon, vous l'avez entendu ça plusieurs fois, on va pas repasser les archives, mais on l'a dit aussi ça au fond, voilà. Bien sûr, mais juste un mot avant d'y venir, il n'y avait pas que des gens qui étaient dans le mouvement ou qui étaient pris dans la mouvance révolutionnaire, il y avait aussi des gens qui étaient totalement contre. Et il ne faut pas qu'on oublie que tout ça s'est fait dans une France dans laquelle il y avait aussi des dizaines de milliers de gens qui ont manifesté place de la Concorde à la fin de 68 et après, et que les forces de police n'ont pas mis la crosse en l'air, etc., etc. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne garde à ne pas prendre la mouvance militante pour le tout, ça c'était une chose, et que tout ça se passait dans un mécanisme assez conflictuel qui risquait non seulement d'amener un certain nombre de militants au terrorisme, mais qui pouvait amener pas loin d'une guerre civile parce que y avait des affrontements de masse. Enfin, les idées s'affrontaient massivement et on n'était pas loin d'affrontements qui pouvaient passer au physique. Je tenais à dire ça. Alors qu'après, les militants qui ont été impliqués en mai et qui étaient plus âgés que ceux qui avaient 4-5 ans, mais ça comptait beaucoup. Qui ont valeur d'icône, on ne va pas rappeler, j'espère comme Bandit, voilà, c'est clair, ça reste Serge Julie, iconique, bien sûr. Tout ça, nous tous, nous avions déjà une formation. Moi, j'étais déjà prof avant, que je sois redevenu prof après. Ça peut étonner un certain nombre de gens qui m'ont toujours imaginé en culotte courte, mais j'ai pas toujours porté des culottes courtes. En 70, 71, j'avais une trentaine d'années. Donc voilà. Et c'est pareil pour les autres. Alors ceux qui avaient 16 ans en 70, 71, et qui du coup ont sacrifié une partie de leurs études, etc., ont eu beaucoup plus de mal à se réinsérer et à trouver leur place dans la société. Parce que autant la société a été, si on peut dire, généreuse et a absorbé ceux qui étaient déjà adultes avant, autant la courte génération post-68 en a bavé. Et certains, je pense, en bavent encore. Oui, parce que l'idée, c'est qu'il fallait partir. C'est ce que vous faites, vous. Enfin, c'est ce que fait Gilles dans le film, Olivier Assayas. Disons que oui. Enfin, en tout cas, cette génération-là a été vraiment une sorte de chair à canon du gauchisme. Au fond, ça a été les fantassins du gauchisme qui ont expérimenté des différentes hypothèses, différentes voies, avec au fond un écho, une résonance longue, etc. Mais effectivement, avec aussi beaucoup de pertes. Moi, j'ai été sauvé. Je ne vais pas utiliser des grands mots, mais c'est au fond la vocation artistique. C'est le fait d'avoir quelque chose d'intime, de personnel, qui me servait de boussole, auquel je me suis raccroché. Vous vouliez être peintre au tout début. Oui, parce que c'était. Oui, je dessinais, je peignais. C'était parce que tout simplement, quand on est très jeune et qu'on a ce genre de vocation-là, on prend un bout de papier, on fait un dessin, ça existe. Quoi. C'est tangible. Oui, enfin, Franz Hals, j'évoque. Vous voulez peindre comme lui, vous l'admirez. Je l'admire parce que c'est le grand peintre du coup de pinceau.
C'est-à-dire que la beauté de l'art de Hals, contrairement à d'autres peintres hollandais, c'est le geste. On voit le trait. Et donc, il y a une sorte de virtuosité, de beauté qui renvoie, y compris à la peinture chinoise. Donc oui, ça, j'étais sensible à cette beauté-là que je retrouvais dans mes naïfs Pollock détournés, etc. Mais je croyais dans le geste, je croyais dans la matière physique du rapport avec le dessin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose qui me permettait d'échapper au monde, d'aller au fond, d'être dans un monde intérieur, mais qui se matérialisait dans des œuvres aussi dérisoires soient-elles. Le cinéma, évidemment, cet âge-là, il est inaccessible. On peut avoir envie d'en faire, mais enfin, il n'y avait pas de caméra DV pour en fabriquer à la maison. J'avais une petite caméra Super 8, mais enfin, tout ça, je veux dire, le cinéma était encore inaccessible. Donc moi, j'ai fait tout un cheminement vers le cinéma et vers tout simplement le fait d'accepter de faire quelque chose qui était un travail collectif, inscrit dans la société, impliquant des collaborateurs, des collaborations, un rapport avec avec l'industrie, ce qui semblait, il faut juste se remettre dans le contexte, comme une compromission à peu près insupportable. Donc il fallait faire un chemin vers le simple fait d'assumer qu'on s'inscrivait dans la fabrication, qu'on pouvait s'inscrire un jour dans la fabrication du cinéma. Et il y avait d'ailleurs un compromis inacceptable également pour le petit Gilles Olivier Assayas, c'était qu'il fallait aussi donner un coup de main à un père pas en très bonne santé et qu'il fallait écrire pour lui de très classiques feuilletons pour la télévision, scénario de Simenon. Oui. C'est la réalité, ça, Olivier Assayas. Vous avez écrit les Simenons signés du nom de votre père, on peut le dire. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. Disons que je le décris un peu de façon, légère dans le film. Enfin, c'était moins léger que ça pouvait m'être assez lourd. Effectivement, mon père, quand j'étais très jeune, était malade, déclinant. Il écrivait des adaptations de Maigret, puis à un moment donné, il n'y arrivait plus, il fallait l'aider. Vous faites une critique sociale de son écriture de Maigret. Disons, non, mais moi j'étais foudrage, parce que pour moi, la télévision, c'était l'horreur absolue. C'était vraiment c'était l'abrutissement des masses. Et donc, l'idée d'être obligé d'apprendre à écrire en écrivant des choses que je considérais comme ineptes, voire nuisibles, c'était absolument insupportable. Oui, mais il fallait sauver le père. Oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et puis d'une certaine façon, dans le processus, j'ai aussi appris à écrire. À force d'écrire des trucs mauvais, j'ai fini par écrire des trucs un peu mieux. Alain Jasmar Si on transpose ça dans un autre champ, ce qui était pour nous quelque chose que nous abhorrions, la social-démocratie, ce qui avait pu être la SFIO pendant la guerre d'Algérie, enfin Dieu sait quoi. Et puis, la plupart d'entre nous, on n'a pas boudé notre plaisir en 81 quand Mitterrand a été élu. Enfin, je veux dire, voilà. Et si je puis me permettre, et aujourd'hui... Et aujourd'hui, par rapport à la singularité de ce que décrit Assayas, je dis des généralités, mais pour moi, il y a un parallèle dans ce genre de choses. Aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le choc 68, a-t-il été absorbé à ce point qu'aujourd'hui, vous observez, vous approuvez un président de la République qui, en conférence de presse, hier, au fond, donne tous les signes qu'il va à grands pas désormais vers la social-démocratie que vous abhorriez il y a 40-50 ans? Je vais vous dire une chose, c'est il y a 4 ans, j'écoutais... Un jour de grève européenne. Il y a 4 ans, j'écoutais un futur président de la République expliquer que son mandat consisterait à annihiler toute trace de mai 68. Le film d'Olivier Assayas aujourd'hui prouve qu'il n'a pas réussi. Olivier Assayas, est-ce que on essayait d'en parler en première partie, mais le temps filait, est-ce qu'il y a donc en creux tout de même aussi, même si, encore une fois, comme le dit Alain Jasmar, beaucoup de choses ont été absorbées, que ce n'est pas au fond un film sur une fin, mais sur de nouveaux commencements et sur de nouveaux chemins, mais est-ce qu'il y a aussi une manière en creux tout de même de s'interroger sur la période actuelle? C'est-à-dire qu'on voit bien comment, à 16 ans, en 71, on n'en finit pas, peut-être de dire beaucoup de bêtises, mais tout de même de se coltiner à des questions de politique, d'idéologie, d'utopie.
aujourd'hui, on est plus à s'échanger des photos de cinéma sur Twitter, quoi. Oui, enfin, oui et non, parce que si vous voulez, d'une certaine façon, des formes de radicalité, elles existent, y compris extrêmes. Il ne faut pas chercher loin. Elles sont sur Internet. Enfin, je veux dire, et puis il y a une nouvelle forme d'engagement. Il y a une nouvelle forme d'engagement des jeunes internationales. Enfin, avec des convictions. Les indignés Occupy Wall Street, pour vous, sont des rejetons, entre guillemets, au sens de ce qu'a pu être la révolte de mai 68. Occupy Wall Street, moi je suis allé en touriste, je suis allé me balader, j'ai traversé le truc une fois ou deux. Je dois dire qu'on sentait quelque chose d'autres fois qui revenait. Mais chez les lycéens d'aujourd'hui, là, les lycéens qui sont autour... Il me semble que certains ont des convictions et qui s'engagent. Je crois qu'au contraire, il y a quelque chose qui est en train de renaître, enfin en tout cas qu'on aurait appelé réforme. Je sens Alain Jaspard très en désaccord avec ce que je suis tout à fait en accord. Je dis simplement, l'engagement a changé. Voilà. T'es pas le même. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont indifférents. Je ne crois pas. Et simplement, ça se fait à certains moments, sur certaines causes, de manière différente. Mais donc on dénonce aujourd'hui qu'il y a une société du présentisme qui n'existait pas en 70. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que je pense... il y avait dans l'idée, parce qu'on pensait que le vent d'Est l'emportait sur le vent d'Ouest, qu'il n'y avait plus de contraintes, quoi. Tout allait fonctionner. Aujourd'hui, s'intègre à peu près à tous les mouvements des contraintes, et on pense dans un système contraint, et ça change beaucoup de choses. Vous parliez tout à l'heure du discours du président de la République, ou de la jeunesse, aujourd'hui, peut-être que sur des objectifs plus limités, qui sont plus universels, il y a des possibilités de gagner, que les gens s'engagent sur des... Olivier Assayas ? Oui, mais non, il me semble que la différence, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'aufrefois, on avait une fois dans une utopie d'absolument changer le monde. Aussi parce qu'on était porté par une vague. C'est des événements historiques qui sont portés par quelque chose. On était porté par une vague. C'est pas la même vague qui porte les jeunes d'aujourd'hui. Mais justement, peut-être parce que à cause sans doute ce qui est perçu comme l'échec des années révolutionnaires, on ne croit plus dans les utopies, mais on croit dans un rapport pragmatique à la réforme. On aurait appelé ça réformiste à l'époque, ça aurait semblé intolérable. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est les formes d'action qui demeurent, qui restent, qui permettent de dire des choses à la face du monde. Mais vous n'êtes pas un peu défrisé parfois, Alain Jaspard, quand vous voyez que le langage, les vocabulaires, le jeu même au fond typographique qui existait en mai 68 est repris aujourd'hui par les plus grosses multinationales pour vendre des jeans et des téléphones portable. Alors, si vous voyez les dernières pubs pour un jean très célèbre, c'est un hymne à la révolution, sois jeune, révolte-toi. Bon, c'est pour vendre un jean qui coûte quand même dans les 180 € en boutique. La première fois que j'ai vu ça vers 72-73, je ne sais plus exactement ce que c'était cette pub, ça m'a... j'étais quand même estomaqué, enfin je veux dire, c'est insupportable. Alors ça s'est banalisé comme le reste, ça se voit plus. Oui, mais en fait, ça, c'est déjà à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub pour la cocotte Seb, qu'est-ce qui est rouge et qui va vite. Moulinex libère la femme. Rappelez-vous, Moulinex libère la femme. Brice Couturier. Moi, je vois pas du tout cette continuité. Moi, je vois une rupture nette et je vois surtout que le monde d'aujourd'hui ne ressemble absolument pas à celui que montre le film d'Olivier Assayas en 71. C'était un monde dans lequel il faut se souvenir. On refusait l'exploitation. Aujourd'hui, on se bat pour être exploité. Parce que la grande différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage. Ça change pas mal. Par ailleurs, l'Europe et la France en particulier connaissaient des taux de croissance de 3, 4, 5%. Donc, on savait qu'on allait vivre beaucoup mieux que nos parents. On venait d'aller sur la Lune, ça changeait le monde. Et puis surtout, il y avait, je pense à cette phrase de Goldman, Jean-Jacques Goldman, pas le militant, son demi-frère, le chanteur, qui dit cette force de croire que le plus beau reste à venir. On avait vraiment cette idée-là en 70-71. On avait vraiment l'idée qu'on allait vers le mieux, quoi qu'il arrive. On avait vraiment le sentiment que le monde était ouvert et que tout était possible. Et ça, le film le montre admirablement. Aujourd'hui, le moins qu'on peut dire, c'est que les jeunes, nos enfants, le monde dans lequel on les a mis, c'est un monde dans lequel on va pas vers le mieux. Ça paraît évident. Le plus beau, il reste pas à venir, il est derrière nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a la nostalgie, entre parenthèses. Et puis surtout, on vit dans un monde fermé, où les États se referment, les nations se referment les unes après les autres. Essayez donc d'aller à Katmandou aujourd'hui en 2 chevaux, comme l'ont fait certains de mes copains, voir un de vos héros va en Afghanistan, à Kaboul. Essayez donc d'aller à Kaboul, fumer du hache et vous droguer aujourd'hui. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Écoutez, moi, simplement un mot pour dire, moi, j'ai pas la nostalgie des mineurs qui mouraient de silicose.
Je n'ai pas la nostalgie de la guerre froide qui risquait de se transformer en guerre chaude avec un U-2 qui, survolant l'Union soviétique, risquait de nous amener au bord de la bombe atomique. Donc moi, cette idée qu'on vient d'un monde génial et qu'on va vers la catastrophe, m'excuserez, mais je ne la partage pas. C'est différent, très différent. L'environnement n'a plus rien à voir, on n'est plus porté par les mêmes vagues, comme le disait Assayas, plus les mêmes vagues. Mais excusez-moi, l'homme des cavernes qui vivait merveilleusement dans les années 60, je n'y crois pas. Non, mais on croyait pas. Disons qu'aujourd'hui, on ne croit plus dans le futur. Ça, c'est vraiment la différence de fond. Effectivement, aujourd'hui, il y a cette chose-là qui a été perdue à l'époque. Mais autrefois, on vivait à l'excès dans le futur. C'est-à-dire qu'on s'aveuglait au réel, on refusait le réel. Il y a eu aussi dans la foulée du futur. Il y a eu aussi dans la foulée de ce moment-là, tout de même, le no futur des punks. Ça, c'est le moment où l'époque a changé. C'est là où et No Future, ça résume, c'est une sorte de slogan bêta, mais au fond, il est très vrai. Il y a un changement métaphysique. Caroline Eliachev. Oui, moi je trouve que l'engagement des jeunes aujourd'hui, il existe, il est tout à fait différent. Je n'ai pas lisé le dernier livre de Martin Hirsch qui donne quand même beaucoup d'espoir d'une certaine manière. Et l'engagement est essentiellement associatif et se fait sur des mini-causes ou sur des causes un peu plus grandes. Pas sur on va changer la société, mais on va changer là où on est, on va faire quelque chose. Et cette idée justement que vous exprimez, il n'y aurait pas de futur, c'est pas du tout comme ça qu'ils le pensent. Ils pensent qu'au contraire, dans une situation extrêmement difficile, chacun peut apporter quelque chose pour que au moins son voisin pour que ça soit pas pire pour son voisin. Donc moi je trouve que quand on dit c'est de plus en plus difficile de savoir pourquoi on pourrait s'engager, c'est pas du tout vrai. Je trouve qu'aujourd'hui il y a milliers de causes pour lesquelles s'engager. Mais au fond, c'est ce qui définit l'époque, cette fragmentation. C'est parce que là où on avait des solutions globales, qui étaient pas la politique n'apporte pas la solution à tout. Voilà. Ce n'est pas la politique qui apportera la solution à tout. Elle apporte des solutions partielles. Olivier Assayas, est-ce que là aussi, vous avez à un moment donné, sur des questions de forme artistique, vous vous êtes débattu dans toutes les querelles qu'il pouvait y avoir sur, faisons de l'art pour le peuple, mais comment faut-il faire de l'art pour le peuple? Faut-il le faire avec le vocabulaire et la syntaxe classique de ce qu'on appellerait la littérature, l'art classique, ou faut-il le faire aussi avec de nouvelles formes révolutionnaires? Est-ce que vous, et on voit bien après dans quel chemin vous vous êtes engagé, notamment parlant de cinéma, est-ce que vous avez eu le moment de la tentation de, là aussi, faire éclater toutes les formes de narration, de représentation artistique quand vous vous êtes mis notamment à faire du cinéma, notamment sur le plateau de Superman? Paraît-il. Oui. Vous allez sur le plateau de Superman. J'ai travaillé dans les soutes de Superman. Oui, j'ai travaillé. J'étais assistant au montage sur le premier Superman de Richard Donner. Mais je pouvais visiter je me baladais sur les plateaux et je visitais le tournage, y compris quand Marlon Brando était là. Disons que c'est un peu le contexte un peu humoristique au fond, sur lequel je termine le film, parce qu'il y avait ce contraste extravagant entre ce que je vivais, je dirais intellectuellement, avec le sentiment d'être un peu dans le présent, dans les luttes du présent, et où il y avait ce monde incroyablement archaïque du cinéma, où il y avait un cinéma vraiment d'autrefois qui se fabriquait. Donc il y avait une espèce de tiraillement entre l'intérieur et l'extérieur de l'usine à film. Alors on était loin là des grandes réflexions sur faut-il faire éclater la narration, mais ces questions-là, on se les posait. C'est-à-dire que moi, je sais pas si on peut donner une réponse à ces questions-là. C'est une question qui traverse l'histoire du XXe siècle, le rapport entre l'art et la politique. Je veux dire, il est là dès la Révolution russe, et sans doute avant. Donc, on reproduisait ces débats-là, mais ils étaient valables. Aujourd'hui, ce qui est très troublant, c'est justement cette dissociation entre l'art et la politique. C'est la façon dont aujourd'hui l'art appartient de moins en moins au champ du politique. Peut-être c'est tant mieux, mais enfin, en tout cas, c'est en rupture avec des choses auxquelles on a beaucoup cru et qui, moi, m'ont déterminé. Donc, après, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix à un moment du romanesque, j'ai fait le choix de la représentation, j'ai fait le choix du fait qu'on peut poser sa caméra et regarder la beauté de la nature et que c'est un geste artistique en soi et qu'il n'y a pas besoin, au fond, de le déconstruire. Mais c'est une conviction intime, personnelle, sur laquelle j'ai construit un chemin qui est singulier, comme celui de n'importe qui a comme ça qui a l'aplomb de s'exprimer à travers un art. On vous sent moins
près des visages, moins près des sourcils, des tics de vos acteurs ou des personnages, pour aller plus filmer le vent dans les feuilles des arbres? Disons que d'abord, je trouve qu'il y a une manière maintenant maintenant on abuse de choses que j'ai hélas, ou hélas ou tant mieux, je sais pas moi, faites il y a relativement. J'avais tendance effectivement à être comme ça vraiment dans cette caméra très mouvante, mobile, dans les visages, etc. S'approcher. Il me semblait que s'approcher, ça voulait dire être en empathie, être en emphase, être là, filmer l'humain, etc. Et aujourd'hui, vous élargissez le cadre. J'ai l'impression que moi maintenant de mieux filmer l'humain en prenant un ou deux pas de recul, où on voit mieux les corps, où on voit mieux la façon de l'environnement. Il y a quelque chose, ça donne pour moi, j'ai une sensation de quelque chose finalement de plus sensuel et d'une distance un peu plus juste, qui est aussi celle du souvenir, hein, bien sûr. Et qui vient notamment depuis quoi, l'heure d'été, où il y a aussi de l'autobiographie dans l'heure d'été déjà. Oui, ça vient. Et c'est peut-être pas sans rapport avec votre goût pour la peinture de paysage flamande, qui est précisément basée sur cette idée que les personnages sont relativement éloignés par rapport au premier plan, ils sont toujours au deuxième. Oui, oui, bien sûr, mais surtout ce qui évidemment moi sur France Culture a été moi ce qui m'a déterminé à 2,1%. Ce qui était important pour moi dans la peinture hollandaise, c'est la découverte de ce dont parlait Caroline Eliachev tout à l'heure. Elle parlait de psychanalyse, mais enfin ce dont on parle, c'est aussi de l'invisible qui est présent dans le cinéma, et donc dans la peinture hollandaise, elle rompt avec la représentation religieuse pour représenter la présence de la spiritualité dans le monde. Et donc d'une certaine façon, le cinéma, il peut peut-être un peu, il fait ça aussi. Et c'est pour ça aussi, je repensais à ce que disait Caroline tout à l'heure, parce que au fond, on parle des années 70, il y a une chose qui est oubliée, c'est le rapport entre le cinéma et la psychanalyse. Aujourd'hui, on ramène le politique, on ramène le social, on ramène beaucoup de choses, et au fond, ce qu'on ne ramène pas, qui pourtant est la chose la plus profonde et la plus vraie, c'est ce rapport avec l'inconscient. Vous vous souvenez de la phrase de Pascal que vous mettez dans le film, Olivier Assayas, qui définit tout votre cinéma, elle n'est pas là par hasard, j'imagine. Hein, vous la connaissez par cœur? Non, je serais incapable de la citer. Entre nous et le ciel, l'enfer et le néant, il n'y a donc que la vie qui est la chose du monde la plus fragile.